On va tout de suite accueillir Cédric. Bonjour. Cédric qui est connecté, parfait. Tout à fait. On vous laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le concept infrastructure as code et les différentes possibilités quant à son emploi dans le domaine de la cybersécurité. D'ailleurs, merci à Florian pour cette petite introduction à Docker. Je vais essayer de la reprendre un petit peu. Cette présentation s'articulera autour de 4 points. Après une succincte présentation me concernant, je définirai le terme infrastructure as code, voilà, de quoi il est composé, les différentes solutions logicielles qui sont disponibles et comment les mettre en œuvre. Ensuite, nous verrons quelques cas d'usage pouvant être appliqués au domaine de la cybersécurité. Et enfin, je terminerai en vous présentant 2 projets personnels permettant d'illustrer ces propos. Je me présente, je m'appelle Cédric. Je suis passionné par le domaine de l'IT depuis presque 20 ans maintenant. J'ai débuté en programmant des bras robotisés au lycée, ça fait déjà très longtemps, et par la suite, je suis devenu administrateur système. Durant toutes ces années, j'ai eu l'opportunité de participer à de nombreux projets, divers et variés, et petit à petit, je me suis spécialisé dans le domaine de la sécurité informatique. Et maintenant, plus précisément, dans celui de l'investigation numérique et la réponse à incidents. J'ai passé une grande partie, si ce n'est la majorité de ma carrière, à installer et à configurer des systèmes d'exploitation, des services, des applications, et surtout à résoudre toutes sortes de problématiques. Il y a quelques mois, au cours d'une réflexion avec des amis, je me suis demandé quel serait le projet qui pourrait nous faire gagner un temps considérable au quotidien et qui nous permettrait de nous focaliser uniquement sur l'analyse de preuves, ce qui est désormais le cœur de mon métier. Partant de ce constat, je me suis tourné vers l'infrastructure as code. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un ensemble de solutions qui permet de gérer une infrastructure de machines virtuelles ou de conteneurs à travers des fichiers de configuration et des scripts. Ces technologies sont actuellement très employées dans le DevOps et permettent aux développeurs de déployer de manière automatisée leur plateforme de développement et ainsi gagner en productivité. Ce concept est composé de 3 couches haut niveau. Le premier, à la base de mes recherches, est le déploiement automatisé de templates sur des infrastructures distantes. Le second recense des solutions utilisées pour générer ces templates qui sont déployés par la couche N+1. Et le dernier, pouvant être optionnel, en tout cas pour les projets qui vont suivre, qui concerne la gestion de configuration automatisée. Cette partie ne sera pas détaillée durant cette présentation, par manque de temps. Sachez qu'elle apporte un gain non négligeable dans la gestion automatisée de configuration, sur des infrastructures en tout cas à grande échelle. Comme vous pouvez le constater, il est ainsi possible de prendre en charge aussi bien des conteneurs que des machines virtuelles à travers toutes ces solutions. Il devient ainsi facile de gérer des cycles de vie de systèmes et d'applications, de leur conception, que ce soit via Packer, Docker, couplé aux différentes solutions telles que Chef et Ansible, à leur déploiement via Terraform ou Kubernetes. Nous pouvons nous poser la question quant au choix à faire entre l'utilisation de telle ou telle solution. Sachez que chacune de ces technologies a ses avantages et inconvénients. Les Docker offrent les meilleures performances et sont très facilement portables d'un environnement à un autre, alors que les machines virtuelles permettent une meilleure isolation avec l'hyperviseur qui les héberge et accueillent des systèmes d'exploitation hétérogènes. Donc le choix devra s'effectuer en fonction de vos critères. Pour ma part, je me suis focalisé plus sur l'emploi de machines virtuelles, car ça correspondait davantage à mon besoin. Pour cela, je me suis orienté sur l'utilisation de Terraform, qui est devenu un standard ces dernières années dans le déploiement automatisé d'infrastructures. Il s'interface facilement avec les solutions d'infrastructure as service, telles que Microsoft Azure, Amazon Web Services, mais également avec des solutions qui sont employées au sein des entreprises, telles que VMware. Son fonctionnement est très simple. Nous définissons dans un fichier de configuration des ressources composées d'éléments réseau,
tels que vSwitch, les ports groupes, etc., mais également des caractéristiques matérielles, telles que la mémoire vive, les processeurs attribués aux machines virtuelles, et surtout, en entrée, le fichier OVA et OVF correspondant au template que nous souhaitons déployer. Il est également possible de faire appel à des templates de machines existants, tels que les Amazon Machine Image fournis sur le market AWS. Outre le déploiement de systèmes et d'infrastructures, Terraform offre de nombreuses autres fonctionnalités, comme la possibilité de déployer plusieurs instances d'une même infrastructure en spécifiant simplement un compteur dans la configuration, et permet également l'exécution de commandes système une fois le template déployé pour continuer la configuration. Voici d'ailleurs un exemple de configuration et des différentes commandes associées à l'outil. On peut notamment voir la commande Terraform init qui va permettre d'initialiser un répertoire qui contiendra à terme les fichiers de configuration liés à notre infrastructure. Terraform plan permettra de vérifier la configuration, qu'il n'y ait pas d'erreur, mais permettra également de faire un delta par rapport à une infrastructure déjà déployée pour ne permettre de déployer qu'un serveur web supplémentaire, par exemple, suite à un besoin de la charge. Terraform Apply permettra de lancer la phase de déploiement, alors que Terraform Destroy permettra d'initier la suppression. Packer, de son côté, s'occupe de la conception des machines virtuelles à déployer, comme nous avons pu le voir précédemment dans le précédent schéma. Il se peut que vous ne puissiez pas ou vous ne souhaitiez pas exploiter des ressources d'un tiers, telles que Amazon ou Google. Vous serez donc dans l'obligation de générer vous-même les fichiers OVA et OVF. Et c'est à ce moment-là que Packer entre en jeu. Développé également par HashiCorp, comme Terraform, Packer a pour rôle de concevoir des templates à partir de fichiers de configuration, comme Terraform également, mais au format JSON cette fois-ci, couplé à certains scripts. Une fois le système installé et configuré, l'outil va générer un export qui pourra être employé par Terraform pour son déploiement. Voici également un exemple de configuration. Je sais que c'est assez petit, on ne voit pas très bien, mais voilà, au moins vous pourrez les reprendre à froid une fois la conférence terminée. Voici également quelques commandes, donc Packer validate qui permettra de valider la syntaxe de la configuration permettant de déployer et de concevoir en tout cas le template. Packer fix, lui, permettra de voir s'il n'y a pas des paramètres qui sont anciens et qui ont été remplacés par une version plus récente en fait, de Packer, donc qui permettra de vous donner des solutions ou en tout cas vous proposer des paramètres les remplaçant. Et enfin, Packer build, lui, lancera l'initialisation du template, de la conception du template. Maintenant que nous venons de présenter, de recenser quelques outils facilitant son emploi, nous allons tenter de lister les réels avantages à employer ce type de technologie. Tout d'abord, la conception et le déploiement d'architectures, complexes ou non, devient facilité et en grande partie automatisé. Ça permet un gain de temps non négligeable pour les équipes d'administration, des administrateurs système, pour pouvoir porter une infrastructure d'un environnement de développement vers un environnement de production, tout en réduisant considérablement les tâches répétitives et souvent source d'erreurs. Ensuite, couplé à un serveur Git, il devient aisé d'effectuer un suivi de version de la configuration et de la documentation d'une architecture tout au long de son cycle de vie. La mise en œuvre de l'infrastructure as code peut également apporter énormément à la sécurisation des systèmes d'information. Celle-ci peut désormais être pensée et intégrée lors de la conception en se référant aux différents guides fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le CIS. Ensuite, le maintien en conditions de sécurité des briques logicielles constituant un OSI et potentiellement impactées par des vulnérabilités devient plus facile à aborder. Les tests de non-régression, souvent effectués pour voir si un patch n'a pas d'effet indésirable sur un système, peuvent être ainsi effectués sur une plateforme de test déployée pour l'occasion,
facilitant ainsi tout le processus. Nous avons abordé les avantages à utiliser ce concept dans le quotidien des administrateurs. Maintenant, évoquant son emploi dans le domaine de la cybersécurité. Vous comprendrez que les usages sont multiples et peuvent être utiles à tous. Si nous prenons l'exemple d'un SOC, plusieurs approches peuvent être réalisées. Tout d'abord, le fait de pouvoir déployer un laboratoire rapidement afin de vérifier l'efficacité de règles de détection et pourquoi pas éliminer celles produisant trop de faux positifs. Ou au contraire, valider grâce à ce type de déploiement de nouveaux outils avant leur mise en production. Il est également possible de reproduire un système d'information d'un client afin de détecter des lacunes dans sa sécurité et tenter de les combler en positionnant judicieusement des capteurs. Pour une infrastructure de réponse à incident, le besoin est tout autre. L'infrastructure as code permet le déploiement rapide d'un laboratoire contenant les outils nécessaires pour mener une investigation numérique. Il est également possible d'exploiter toutes ces fonctionnalités pour l'emploi d'une plateforme de type sandbox afin d'identifier les impacts qu'un malware pourrait avoir sur un système, mais également pour pouvoir définir un plan de remédiation suite à un incident. Enfin, la mise en place de systèmes de type honeypot est également facilitée en déployant plusieurs instances d'une même architecture, et ce à travers le monde, afin de suivre les tendances actuelles des menaces. Enfin, il peut être employé au sein d'une red team. Par exemple, un laboratoire jetable permettrait de reproduire le système d'information d'un client, comme pour le SOC, mais cette fois-ci afin de détecter des lacunes dans la sécurité et d'évaluer certains impacts d'actions qui seraient effectuées sur le système d'information et en découler les actions sur les moyens de détection pour affiner un schéma d'attaque et rester le plus discret possible. L'infrastructure as code offre également la capacité de déployer en quelques instants une infrastructure de type command and control permettant de garder un accès sur un système ciblé durant un engagement. Afin d'illustrer mes propos, je vais vous présenter deux projets qui sont toujours en cours d'élaboration et sur lesquels j'ai pu travailler. Le premier fait suite à un échange que j'ai eu avec un chef de SOC qui est très soucieux de la formation de ses équipes. Il souhaite avoir à sa disposition une plateforme de type CyberRange pour l'entraînement et la détection d'événements de sécurité système. Le second projet, que nous verrons ensuite, s'oriente davantage vers les besoins d'une équipe de réponse à incident en déployant un laboratoire intégrant tous les outils nécessaires pour mener une investigation. Commençons par le premier. Il s'agit de mettre en œuvre une plateforme donc, de simulation d'attaque, comme j'ai pu le dire. L'objectif est qu'elle soit simple à exploiter pour la conception et l'exécution des scénarios, mais également simple à administrer pour la faire évoluer. Dans ce cadre-là, j'ai donc testé plusieurs solutions, comme Caldera, Infection Monkey, Atomic Red Team de Red Canary. J'ai également pu découvrir d'autres solutions telles que Splunk Attack Range et Detection Lab, qui sont plutôt bien abouties, mais qui malheureusement ne correspondaient pas à mes attentes ou étaient trop complexes à maintenir pour l'équipe en face. Donc mon choix s'est finalement porté sur Infection Monkey, couplé à Atomic Red Team, afin de couvrir l'ensemble des techniques du MITRE Attack. Ils offrent ainsi à eux deux la capacité de reproduire un schéma d'attaque tel que l'aurait exécuté un groupe APT. Très facile à appréhender, ils correspondent parfaitement à ce que j'attendais et le chef de SOC également. Pour la partie supervision de sécurité, je me suis orienté vers Greylog, couplé à WinLogbit et Sysmon, que nous verrons juste après. Pourquoi Greylog? Parce qu'il s'agit déjà d'une solution déjà utilisée, déjà employée en interne. Donc voilà, donc je me suis arrêté là-dessus. La première étape a donc consisté à récupérer les différents fichiers OVA qui sont fournis par les différents éditeurs,
pour pouvoir les configurer et les intégrer dans mon projet et dans le futur réseau dédié au CyberLounge. Concernant les différentes machines victimes, j'ai opté, en tout cas pour l'instant, sur un seul poste client Windows 10 et un serveur Active Directory. L'installation et la configuration des 2 machines et des services sont réalisées automatiquement via Packer, que j'ai pu présenter précédemment, couplé à l'utilisation de quelques scripts. J'ai ainsi pu intégrer à la conception la machine cliente au domaine, ainsi que les différents outils de supervision de sécurité, comme WinLogbit et Sysmon. On en vient directement à l'élaboration du scénario. Ceux-ci sont définis via l'interface web d'InfectionMonkey, donc l'outil qui a été retenu, pour être lancé sur la machine cible de son choix grâce à l'exécution d'une commande, comme l'aurait fait un agent de type Command and Control. Les actions sur le système ciblé découlent de différentes techniques identifiées au sein du Mitra Attack. Et pour ce premier scénario, je me suis basé sur des techniques souvent employées par le groupe APT41, telles que l'énumération des différents comptes utilisateurs de la machine locale, la configuration réseau, etc. Et également la partie scan réseau, qui va permettre de découvrir de potentielles cibles qui seront à leur tour attaquées. Durant cette phase, la journalisation système est omniprésente et elle permet de transmettre en temps réel les différents journaux d'événements au serveur Greylog pour être analysés par la suite. Une fois le scénario terminé, les analystes qui seront en formation mèneront leurs investigations à travers les différents dashboards créés au sein du serveur Greylog. Ils pourront ensuite accéder à un rapport qui a été généré à l'issue du scénario par InfectionMonkey, contenant une cartographie des différentes machines ayant subi des attaques, ainsi que celles ayant abouti. Ça leur permettra de comparer les différents résultats et ça leur permettra de voir un petit peu les investigations, un petit delta entre les investigations menées et ce qui a réellement été joué. Actuellement, les scénarios sont joués sur une architecture qui est constituée d'un seul poste client et d'un serveur, mais qui pourra évoluer au fil du besoin, en fonction du besoin, et le tout est bien entendu déployé par Terraform en quelques minutes. Le second projet s'oriente davantage vers les besoins d'une équipe de réponse à incident. À ce titre, il a pour objectif de déployer rapidement une plateforme d'investigation numérique composée de tous les outils, en tout cas d'une majorité, des outils qui sont indispensables pour appréhender un incident de sécurité. Fonctionnant au sein d'un réseau isolé, les outils sont uniquement joignables à travers un serveur VPN ou de consoles déportées telles que le fournit VMware. J'ai donc intégré dans un premier temps donc, le serveur VPN qui permettra d'accéder aux différentes machines constituant le réseau et un serveur de stockage en priorité pour pouvoir accueillir les différents prélèvements à analyser via le réseau. Une fois les preuves envoyées, elles peuvent être analysées à travers un partage réseau par deux machines dédiées, sur deux machines dédiées. La première, une machine sous Linux, qui est installée grâce à la distribution Tsurugi, et qui comporte la plupart des outils Linux comme Volatility, Log2Timeline et plein d'autres. Et une machine sous Windows 10 qui contient les outils tels que FTK Imager, Autopsy, la suite sysinternals et la suite Zimmerman par exemple. Une sandbox est également présente au sein du laboratoire pour pouvoir analyser dynamiquement des fichiers suspects, au besoin. Et j'ai complété l'infrastructure en ajoutant la stack ELK et TimeSketch pour pouvoir faciliter l'analyse d'une timeline ou un flot d'informations assez important suite à un traitement. L'objectif final de ce projet est de disposer d'une architecture permettant de déposer des preuves, comme nous avons pu le voir, et d'obtenir surtout un traitement automatisé de celles-ci. Le but n'est pas de remplacer mon travail, bien entendu, mais surtout de gagner un temps sur les tâches répétitives
durant lesquels on perd du temps et qui permettraient d'automatiser l'analyse d'un temps de mémoire ou d'un disque dur. Actuellement, cette architecture se déploie en 36 minutes et sur un serveur dédié ne nécessite pour son bon fonctionnement que d'un minimum de 26 Go de RAM, comme je le marque, comme je le précise. L'ensemble des machines virtuelles qui sont présentes dans ces deux projets sont bien entendu évolutives, comme j'ai pu le préciser précédemment. Nous pouvons, dans tous les cas, imaginer l'ajout de nouvelles machines ou de nouveaux services, tels que des instances MISP ou ZIve, en modifiant les fichiers de configuration des templates. Je me suis permis de rajouter quelques références. Si ces technologies vous intéressent, elles vous permettront d'aller un peu plus loin dans ce concept, et pourquoi pas déployer ces différents projets. Et pour conclure, vous l'aurez compris, l'infrastructure as code offre un gain de temps non négligeable dans l'ensemble des domaines de l'IT. Je n'ai pas pu tous les nommer, mais il y en a énormément. Et comme vous l'aurez constaté, les usages sont multiples. Les deux principaux restent à mon sens, la formation, qui devient facilitée à travers le déploiement rapide de laboratoires d'entraînement, mais surtout la possibilité, et c'est pour moi le plus important, d'élever considérablement le niveau de sécurité des systèmes d'information qui sont déployés actuellement. Et cela, on pourrait le faire dès la conception. Voilà. J'ai terminé cette petite introduction. Merci de l'avoir suivi et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Cédric.